Yo, c'est Haru et aujourd'hui on parle de Seven Deadly Sins. Ah mais qu'est-ce que tu fous, Bis? Ben continuer après Haru c'est pas forcément simple et puis j'ai pas tout à fait son charisme et puis... Et tu te planques. Hop, impose ton style, merde. Ok mais j'ai peur moi maintenant. Mais assume, bordel de merde. Oui, je commence. Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Tenzai, ou encore les 7 péchés capitaux dans la langue de Molière, est un manga débuté en 2012 par Nakaba Suzuki. Il est édité dans le Weekly Shonen Magazine au Japon, et publié chez Pika en France. Une adaptation animée de 24 épisodes fut diffusée lors de la saison d'automne 2014, en espérant qu'il y en aura d'autres, évidemment. Il est fort intéressant de constater le cursus de l'auteur, ce dernier ayant accumulé beaucoup d'expérience auprès des 4 grands magazines hebdomadaires, le Shonen Jump, le Shonen Sunday, On s'en fout. Oui, bon d'accord. À cette préliminaire, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Seven Deadly Sins nous conte un monde médiéval fantastique où des chevaliers au pouvoir surnaturel protègent le royaume de Lyonesse. Ce sont les chevaliers saints. Parmi eux, une petite escouade surpasse toute concurrence, les 7 péchés capitaux. Seulement, après avoir été piégés par des chevaliers malveillants, ils sont devenus des criminels recherchés pour avoir trahi le roi. Les 7 péchés s'enfuirent dans la confusion et le déshonneur. Notre histoire commence 10 ans plus tard. La 3e fille du roi, Elisabeth de son prénom, sentant la menace des vils chevaliers, s'exila du château pour chercher l'aide de puissants alliés, qui n'est autre que les 7 péchés capitaux. Elle atterrit, exténuée par sa cavale, dans une auberge, l'auberge du Bauhat. Quel anglais parfait. Ta gueule. Qui est en vérité tenue par Méliodas, le capitaine des péchés capitaux, le dragon de la colère. C'est ensemble qu'ils vont tenter de retrouver les anciens chevaliers du péché et de rétablir l'ordre et la justice au royaume. Mais au fait, il y a un cochon en guise de mascotte. Premier point quand on ouvre le manga, le dessin. Bon, on est dans un manga médiéval. On a très vite envie de faire une comparaison, mais ça serait se faire du mal. Après tout, c'est un manga hebdomadaire, c'est un shonen, faut pas faire les cyniques. Même si on a toujours envie de se dire ouais, par rapport à un berserk, je trouve que le détail des pierres sur la tour n'est pas très précis, ça manque un petit peu quand même, c'est mieux Vinland Saga. Hein. Enfin bon, comparer l'incomparable, hein, et puis bon, c'est un peu faire du chichi quand même. Après, il y a certains points où je n'ai pas très bien compris. Déjà, la perspective que je trouve parfois, disons, aléatoire. Regardez-le, le pauvre, je crois qu'il a son bras enflé, là. Mais vraiment... Faut désinfecter, mec, hein. Non, par contre, le point qui me crispe vraiment, ce sont les fenêtres. C'est quoi ce délire à l'auteur de toujours vouloir faire parler les personnages à travers des fenêtres? À la limite, pourquoi pas, mais regardez voir, très souvent un personnage qui parle à travers est à moitié bouffé par des barrières en bois, et on a droit à quoi? On a droit à ça. Bon, n'allez pas me dire que c'est beau quand même, je trouve ça presque brouillon. C'est un fantôme. Ouais, si ça se trouve, c'est ça. Sinon, je suis quand même un peu mauvaise langue, parce que franchement, les dessins ont un style vraiment atypique, clair, très dynamique. Les scènes d'action sont vraiment bien foutues, par contre. C'est assez old school, en fait. D'ailleurs, le chara-design me fait terriblement penser à Dragon Ball. Non? Vous trouvez pas? Attendez, regardez là. C'est un Saiyan, on est d'accord. Après, je soupçonne l'auteur d'être réellement un gros fan de Dragon Ball, parce que des références, vous verrez, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, voilà pour la forme, passons un petit peu sur le fond, et on va commencer par les personnages. Autant vous le dire tout de suite, les 7 péchés capitaux ont tous un passif assez lourd, lié forcément par leur péché. Ce péché, vous vous en doutez, exprime en quelque sorte leur caractère, et ils sont absolument tous différents. Alors je ne vais pas vous faire la présentation de toute l'équipe. De 1, parce qu'ils sont loin d'être tous intéressants. De 2, parce qu'on les a pas encore tous vus. De 3, parce que ça spoilerait un petit peu quand même, non? Commençons par le Captain. Bah hélas, pour moi, il manque un brin de charisme. Il a un look de gosse alors que Mince est un grand vétéran de guerre, surpuissant pour ne pas dire surhumain. Alors lui, en combat, il rocks tellement qu'il a des airs Dragon Ballesques d'ailleurs, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure en fait. Mais moi c'est vraiment cet aspect-là, que ce soit un petit enfant qui fasse beaucoup de conneries, mais alors là c'est peut-être le côté du shonen. Je dois bien m'avouer, ne plus être à ma première jeunesse, et donc voir des gamins, ça commence un peu à me gaver. Mais bon, passons. Parlons du personnage qui par contre m'a pas vraiment convaincu. Elisabeth. Oui, Elisabeth, la princesse du royaume. Pourquoi? Comme beaucoup de femmes dans un shonen type aventure, elle sert plus à être la 5e roue du carrosse qu'autre chose. Hein. Bon, j'exagère peut-être, mais elle a très clairement montré son inutilité pour le moment, à part être protégée et sauvée. Assis, elle sert à faire le service dans un bar. Oui, enfin cela dit, au tome 10, il se passe quand même des choses intéressantes avec elle. Et bien malgré ça, elle reste tout aussi utile qu'une Sakura, hein. Salut, je soigne 2-3 bobos, voilà. Cependant, en bonne remarque Roger, hein, j'ai espoir qu'elle évolue et gagne en importance, surtout avec l'arc qui se prépare. Il faut aussi avouer que ce manga est
très traditionnel dans sa narration. Comme d'habitude, on voit une princesse devant être protégée par son chevalier. Quelque part, cela peut se comprendre et l'auteur n'a jamais caché son intention de créer une aventure médiévale fantastique très classique. Bon, pour le moment, je vous ai présenté les deux personnages principaux et autant le dire, oui, effectivement, j'ai pas été très gentil. Je pense même avoir un avis tout à fait subjectif, mais libre à vous de penser à autre chose et n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il est temps à présent que je vous parle de mon petit chouchou, et c'est très certainement le chouchou de beaucoup de monde d'ailleurs, c'est Ban. Ban, c'est le péché de la cupidité. Au premier abord, c'est un voyou, voleur, soifard, un brin chambreur, m'en foutiste, bref, un gros punk d'ailleurs. Cependant, il possède un background super touchant qui forge totalement son caractère et son pouvoir, soit dit en passant. Pour moi, Ban, c'est le type qui est le plus humain de la série. Paradoxalement, c'est le cuisinier de la troupe, symbole de raffinement et de générosité, ce qui est assez marrant par rapport à la description de son caractère. En vérité, il cache un grand romantisme. S'il y a bien un personnage dans la série qui fait actuellement un sans faute, c'est bien lui. Le plus intéressant selon moi à suivre. Et sans en dire plus pour un Neketsu, il possède l'une des histoires d'amour les plus belles et tragiques qui soient, et cette histoire est un véritable fil rouge tout au long du manga. Je ne vais pas non plus tous vous les présenter, ça saurait vous gâcher la surprise, cependant je peux vous dire un point très intéressant dans Seven Deadly Sins. Ce manga nous présente des protagonistes déjà très expérimentés. Du coup, c'est plutôt pertinent de découvrir l'après. Après avoir gravi les marches du succès, comment nos héros se retrouvent à devoir tout reconstruire. Certains s'en fichent et suivent plutôt des buts personnels, d'autres sont prêts pour de nouvelles aventures. En fait, on sent presque une lassitude à certains moments, genre faut sauver le monde. Bof, encore une fois quoi. Allez les petits loulous, c'est reparti. Trop la flemme. Bon, je vous rassure, il y a tout de même une petite phase de level up comme tout bon shonen digne de ce nom. Pour finir, les personnages secondaires sont dans l'ensemble réussis, les backgrounds plaisants à voir, même du côté des ennemis et façon ainsi une vision manichéenne de la série. Je ne vous cache pas que certains ne m'ont pas plus intéressé que ça, mais ça n'a jamais été surenchéri. L'auteur n'oublie pas que l'histoire nous conte avant tout l'histoire des 7 péchés capitaux et de la princesse avant tout le reste. Et ça, c'est un très bon point. Et maintenant, bien évidemment, quelle est son essence, quelle est sa morale, quelles sont les valeurs que véhicule Seven Deadly Sins? La plupart du temps, dans le shonen, on propose une volonté de voir l'avenir, de construire une voie idéale. Dans un sens, c'est logique, c'est un shonen, donc destiné à la jeunesse. Quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience et on se projette surtout sur l'avenir. Construire son avenir soi-même et contre le destin dans l'un, construire des relations d'amitié fortes et de la solidarité dans d'autres, etc. Et bien ici, non, le thème c'est le péché. Donc le passif des héros. Et ils auront beau faire ce qu'ils veulent, leur but n'est pas forcément d'améliorer le monde, enfin si un petit peu quand même, faut pas déconner, mais surtout d'accepter leur passé, d'accepter de vivre avec ce boulet attaché à leurs pieds qui ne pourra jamais se détacher. Vivre avec ses échecs, ses regrets, et de façon totalement indélébile, c'est plutôt surprenant pour un Neketsu. C'est même pessimiste comme vision, c'est presque un sujet typique d'un seinen en fait. Et rappelons aussi que nos protagonistes sont quand même de vieux briscards, ils sont loin d'être à leur première jeunesse, et pour une fois, je n'aurais pas cru le dire un jour, mais les flashbacks deviennent presque essentiels pour cerner la situation de nos personnages. Peut-on dire pour autant que c'est un Neketsu original ? Eh bien, pas forcément. On n'échappe pas à de nombreux clichés, codes, pardon. Oui, les codes comme le fanservice, qui bon, je l'admets, reste correct, mais pas trop envahissant. Sinon, il y a la totale du Neketsu habituel, des quêtes de plus en plus difficiles, des héros au pouvoir hors norme, le protagoniste qui souffre et badaboum, il sort le pouvoir caché de la mort qui tue. Putain, on a tué le mort. Alors qu'il pouvait franchement le faire dès le début. Des héros valeureux et juste... encore que ça, juste... on va mettre un joker. Mais enfin, globalement, on y retrouve beaucoup de choses, comme dans de nombreux Neketsu. Non, à vrai dire, Seven Deadly Sins reste tout de même réputé pour son classicisme et sa grande maîtrise. Mais justement, c'est ce qui plaît, une série honnête, parfaitement équilibrée et cohérente dans son univers. Aucun Deus Ex Machina, une répétition qui ne se fait pas sentir pour le moment. Seven ne bouleverse pas le manga avec des nouveaux concepts, mais est en revanche un exemple de maîtrise scénaristique. Et donc justement, du côté du scénario, ça donne quoi ? Dans un premier temps, on a vraiment l'impression de trouver une version shonen du manga Hubelblade. Comment ça ? Regardez juste les points communs. Univers médiéval fantastique, check. Le héros est trahi par ses pères chevaliers et s'exile. Check. Le héros est putain de badass dès le début. Check. Le roi ou empereur semble être du côté du héros. Check. L'objectif est de retourner à la capitale, renverser les vils hommes au pouvoir. Check. Bien sûr, l'objectif dans Hubelblade, c'est la vengeance, alors que dans Seven, c'est plutôt tout simplement l'aide à la princesse et de renverser le pouvoir pour faire le bien. Mais malgré tout, l'aventure semble très similaire. Donc tu confirmes que c'est pareil ? Eh ben, dans un sens oui, mais il semblerait que ce monde soit beaucoup plus riche que ça. Bon, pour finir sur les influences, peut-être que Hubelblade c'est ambigu, mais là où tout le monde est d'accord, c'est sur sa large inspiration des légendes arthuriennes.
Ouais, c'est pas faux. Sinon, à titre personnel, quand je me suis intéressé à ce manga, j'ai vraiment cru que la série allait assez vite se finir. Pour moi, tout le schéma était très clair, hein. C'était 1. On retrouve ses vieux poteaux pour faire la Dream Team. 2. On va d'étape en étape vers la capitale, un peu comme Senseiya. 3. Tata yo-yo, on défonce tout le monde au château. 4. Le roi et la princesse reprennent contrôle du royaume. 5. Youpi tralala, on fait la fête et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Qui? Ben, le roi et la princesse. Mais c'est sa fille. Ouais. Ah, je me casse. Mais qu'en est-il réellement ? Eh ben non, ça va tellement plus loin. Et c'est ça qui est bon d'ailleurs. Le manga arrive nous surprendre et la route n'est pas aussi prévisible qu'on pouvait le croire. Espérons juste que ça devienne pas n'importe quoi car l'intrigue actuelle a du potentiel. D'ailleurs, j'ai une petite crainte car justement, qui dit long manga dit évolution de l'œuvre. Et parlons des combats. Pour le moment, c'est génial, ça vole, ça détruit tout, c'est d'une puissance à faire rougir une bombe nucléaire. Mais vers les tomes 9-10, certains combats me semblent être remportés de façon de plus en plus limite au niveau de l'explication. Bon. Je peux encore une fois pardonner, car cela fait partie des codes du shonen, de toujours trouver des solutions improbables, d'autant plus dans un univers fantastique, où un simple bisou de fée peut limite rendre la vie. Du coup, dans l'univers, c'est cohérent, on va dire. Mais je tiens quand même à soulever un trait caractéristique du manga, et je dirais plutôt du neketsu en général. Les auteurs réfléchissent de façon assez pertinente au pouvoir des ennemis, qui deviennent de plus en plus puissants et effrayants. Cependant, ils oublient parfois qu'il faudrait aussi penser à la méthode pour les vaincre, soit par une stratégie logique, comme dans One Piece. J'avais adoré le combat entre Luffy et Eroro, car justement c'était très bien joué. Caoutchouc contre électricité, c'était malin, alors même que l'ennemi était censé être un véritable monstre. L'autre manière est de trouver des nouvelles techniques, nouveaux pouvoirs aux héros, mais trop de level up, c'est pas bon non plus, ce qu'on a un peu reproché à Naruto. Bref, quoi qu'il en soit, chers auteurs, un grand méchant, d'accord, mais pensez aussi aux façons plutôt tangibles de les vaincre. Parce que parfois j'ai vraiment l'impression que vous vous dites « Merde, mais au fait, comment on va faire pour que les gentils le battent ? Je n'y ai point pensé. » Bon, revenons à nos cochons. Un autre aspect toujours présent dans le Neketsu, à plus ou moins forte dose, l'humour. Bah, à l'instar du chef otaku, il est vrai qu'on retrouve le côté surabusé et exagéré des scènes de Dragon Ball. Tiens d'ailleurs, on fusionne badass et humour, et bah ça donne ça comme scène dans l'animé. Et dites-vous que c'était juste une simple rencontre entre deux personnages qui se sont pas rencontrés depuis 10 ans. Voilà, je crois qu'après ça, j'ai rien à rajouter sur la petite ressemblance et l'aspect surabusé. Pour continuer dans l'humour, autant vous le dire, il est très varié. De la remarque bien placée, au calembour, en passant par la vanne bien grasse, il y en a pour tous les goûts. Parfois ça passe, parfois ça casse, pour ma part c'est la mascotte qui en général me fait pas spécialement rire, mais s'il y a bien un personnage qu'il faut analyser du côté de l'humour, c'est Meliodas. Car sous ses airs juvéniles se cache un gros pervers. Et Sanji, c'est un grand romantique à côté, hein, mais vraiment. Hein. Là aussi, on a le droit à la blague bien crue du camion poète-poète, à la subtilité des remarques et des dessins. Par exemple, voici un plan de la taverne de Meliodas. Je vous laisse 5 secondes pour voir ce qui ne va pas. Alors, vous voyez ? Non ? Bon, maintenant on va dire que je suis une femme. Je vais aux toilettes. Déjà je suis obligé de passer devant la quéquette du type qui est en train de s'essuyer la gougoute, mais ce n'est pas le pire. Maintenant je suis Meliodas. Comme de par hasard, j'ai besoin de chercher des stocks à l'entrepôt quand une jolie fille va aux toilettes. Voilà, c'est le genre de petite chose débile, mais qui moi me fait bien rire. Et pourtant ce plan, pour vous dire la vérité, c'est qu'une toute petite case sur une page du manga, pour vous dire que l'humour peut même être planqué dans un simple petit plan. Pour le moment, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu une adaptation animée depuis cet automne, et je n'ai pas grand chose à rajouter en fait, parce que bon, 24 épisodes pour une première saison, on espère évidemment qu'il y en aura d'autres, ça reprend proprement le manga, les seiyuu sont pas mal, les OST, les endings, openings, c'est correct, bref, en gros c'est plutôt une réussite. Il faut juste préciser que le studio c'est A1 Pictures, donc niveau animation, ils ont quand même une réputation, comment dire... C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non mais essayez de développer un peu. Il y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et enfin, pour finir, un sujet qui alimente les passionnés ces derniers temps, Seven Deadly Sins peut-il devenir le futur manga hype bien commercial? En effet, ces derniers temps, le contexte est favorable à l'émergence d'un nouveau manga fleuve. Bleach, Naruto, Kuroko, c'est fini. Fairy Tail chute dans le classement et semble révéler toutes les intrigues que le manga possédait. Hunter x Hunter, c'est toujours aussi chaotique. Il n'y a que One Piece qui est absolument increvable.
Seven Deadly Sins finit 9ème manga le plus vendu en 2014 au Japon. Pour vous donner une comparaison, Fairy Tail n'arrive que 17ème. De plus, Nanatsu no Tenzai vient seulement de lancer son animé cet hiver, participant sans aucun doute à sa popularisation. On peut donc dire qu'il a le potentiel de devenir un futur pilier. Pour autant, prévoir son succès me semble quand même compliqué. Pika Edition nous vend Seven comme le futur Neketsu, osant même dans son catalogue 2014 à l'annoncer comme un succès de popularité équivalent à Dragon Ball ou à Fairy Tail. Pourtant, un an plus tard, ce n'est pas si évident de trancher. Pour commencer, son animé, le fait de voir aucun simulcast se l'arracher m'a semblé étrange. Je ne connais pas les raisons, mais s'il a le potentiel d'être vendeur, pourquoi personne ne l'a licencié? Pourtant, dans le tome 1, 2 et 6, ils sont sponsorisés par Game One et G1. Les grands médias sont donc à l'affût de ce genre de manga. J'ai donc fait ma petite recherche, posant mes questions ci et là sur les réseaux sociaux, le but n'étant absolument pas de savoir si Seven Deadly Sins est un bon ou mauvais manga, mais bien de calculer sa popularité. Voyons voir si les prévisions de Pika se sont réalisées après seulement un an. Près de 3/4 des sondés, le nom de Seven Deadly Sins leur évoque au moins quelque chose, ce qui est plutôt un bon point en seulement un an de publication en France. Et on a quasiment la moitié des sondés qui suivent cette série. La plupart des personnes qui n'ont soit pas accroché à la série, ou qui ne connaissent pas, sont en grande majorité la tranche des 13-17 ans. Et ça, pour un shonen, c'est plutôt inquiétant tout de même. Une remarque souvent soulignée est sa proximité avec Fairy Tail. Alors sachez que ce n'est en aucun cas un Fairy Tail bis, le problème étant que les gens font justement une fixation sur le monde médiéval et quelques références sensiblement comparables, mais ça s'arrête là. Et là, c'est une idée reçue largement répandue et c'est bien dommage. Du coup, on peut dire que pour le moment en France, même si au Japon Fairy Tail chute, en France, sa popularité est telle qu'elle fait de l'ombre à de nombreuses autres œuvres. Il est donc difficile de prévoir son impact en France, d'autant plus que l'auteur semblait vouloir arrêter son manga vers 20 tomes initialement, laissant place à 3 arcs principaux au total environ. Même remarque pour son adaptation animée, qui ne semble pas être une série fleuve pour le moment. Mais là encore, il faut attendre son évolution. Mais aussi sur l'investissement du marketing pour cette série chez nous. Après tout, il n'y a pas de secret. Pour qu'une œuvre devienne un pilier de la culture manga en France, un mainstream au même titre que Naruto ou One Piece, cela passe forcément par des grandes campagnes de pub et merchandising. Ce pourquoi Jojo Bizarre Adventure n'est pas si connu sur le vieux continent, alors que c'est presque une religion au Japon. Bref, future puissance du manga ou non, je ne peux que vous conseiller Seven Deadly Sins, et qui, je dois bien l'avouer, ne m'avait mais alors pas du tout donné envie de lire au début. Je me disais justement, allez, encore un Neketsu habituel, youpi. Mais finalement, j'ai été totalement épris et on peut dire que j'étais bien cynique. Même le manga a fière allure dans ma collection. Regardez, quand on les ressemble, ça fait une frise, c'est cool, non? En somme, vous savez parfaitement à quoi vous en tenir en vous lançant dans cette série. C'est tout simplement un manga d'aventure avec un grand A, en espérant évidemment que cette aventure vous tentera. Sur ce, je vous dis à plus avec un grand A. C'était cool, Roger, comme finale, non? Ah non, c'était naze. Bah quoi, la petite allusion à l'aventure avec un grand A et faire pareil avec le A+, c'était classe quand même. Ah, c'était surtout ringard. Ouais, t'es vraiment trop méchant avec moi, toi. Non mais moi au moins je prononce bien Nanatsu no Taizai. Mais tu pouvais pas me prévenir. Non, je préfère te laisser te ridiculiser. Donc t'es vraiment un connard. Ouais, tout de suite les grands mots là. Ouais, les grands mots. Attends la prochaine vidéo que tu feras, Roger, et tu vas voir comment c'est emmerdant d'avoir un type qui t'interrompt pour rien dire. Comment ça? Mais quel caractère de merde. Mais tu réagis comme un gosse, ma parole. Un gosse. Non mais tu t'es vu? Moi au moins je fais pas des blagues racistes dans mes vidéos. Blablabla.